Mephiston Red! Mephiston Red! Warpstone Glow! Et ouf! Oh, tu m'as pogné à jouer à Magic. Oh non. Bonjour. Alors, bienvenue à cet nouvel épisode. On a fait des recherches exhaustives. Épisode 149. Ouais. Ça fait un petit bout qu'on s'est vu. Je sais même plus s'il faut que je vous dise bonne année. Ben non, on est quand même correct. Donc, aujourd'hui, on a quelque chose pour vous. Ben, tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à l'Abyss, notre partenaire habituel, pour toutes nos idées les plus folles et pour plusieurs des événements dont on va potentiellement parler aujourd'hui. Donc, on a avec nous aujourd'hui Antoine, que certains d'entre vous ont peut-être croisé dans les différents événements du club historique, dans les différents trucs qu'on a fait à l'Abyss. Donc, Antoine, on t'a déjà croisé. Peut-être si tu nous faisais une petite présentation de ton évolution dans le hobby, d'où tu viens, quelle planète, comment t'es arrivé ici, c'est quoi tes aspirations, modélisme, comme tu veux. Oui. Ah, c'est excellent comme question. Je vais être franc. Ben, déjà que tu parles notre langue, c'est Ah, ça aide. pas comme en jeune de poitrine, ça va bien. Je sais. Je suis de la rive sud des Bois-Francs, fait que des fois l'accent n'est pas pareil. Ah! On va faire avec. Ah, ben, ça fait. Je suis dans le domaine de la figurine depuis assez jeune. J'ai commencé par les jeux de rôle au début. C'était des pères de légende qui étaient dans les livres dont vous êtes les héros. Il y avait une série qui s'appelait L'épée de légende. Puis il y avait une deuxième série dans le même univers qui était un jeu de rôle, mais vendu dans les mêmes petits formats de livres. Ça a commencé par là. Après, c'est HeroQuest, Donjons Dragons, puis ça a passé aux figurines réellement avec Warhammer Fantasy au début du secondaire. C'était Ok, donc c'est le jeu de rôle en premier, puis tu avais des figurines qui t'amenaient dans le jeu de figurines. Oui, Ok. c'est ça. Ouais, là, j'ai encore mes vieilles figurines en métal Ralparta affreusement Ouais, c'est peinturées à Testor, à l'Enamel. On a C'est tous avec fait ça que ça. j'ai commencé, ouais. Ouais, ouais. On a utilisé ça pour les premières de Warhammer après, puis on a rapidement compris que c'était pas une bonne idée. Qu'est-ce qui t'a amené du jeu de figurines, mettons un peu comme une addition dans le jeu de rôle, vers le jeu de figurines un peu plus traditionnel là, qu'on parle beaucoup, là, nous, là, sur le podcast? Ça a pas été un lien direct, ça a vraiment été juste le groupe d'amis, il y a quelqu'un qui est tombé là-dessus. Hey, ça serait le fun d'essayer. Puis le, le côté stratégie, le côté hobby, ça m'a accroché tout de suite. Puis j'en ai fait Ok. tout le long depuis. Là. Des petites pauses quand il y a eu pendant les études ou dans le temps que je faisais un peu plus de grandeur nature. Travailler sur les costumes puis tout le reste, puis sur les scénarios, ça prenait tellement de temps que la figurine est allée un peu de côté. Là. Mais c'est le hobby qui reste tout le temps. Là. C'est La celui qui figurine, ça revient. revient. Oui. Ouais, comme là, je me suis fait pogner à jouer à Magic, mais Ouais. le hobby de figurines revient souvent. Là. Puis, mais toi, c'est vraiment donc Games Workshop? T'es allé direct dans le Games Workshop après le jeu de rôle? Oui, ben c'est ce qu'il y avait. Tu sais, comme j'ai fait la blague, je suis de la Rive-Sud, mais je viens de la région. Fait que qu'est-ce qu'ils vendaient dans mon coin? Il y avait la boîte de base de Warhammer, puis c'est tout. Il n'y avait rien d'autre de figurines. Ah ouais. Fait que c'est pas comme si on avait beaucoup d'autres choix. T'sais, après ça, avec les magasins, en allant dans des boutiques spécialisées plus loin à Québec ou à Montréal, là, on a vu qu'il y avait d'autres affaires. Mais ça a vraiment commencé avec Warhammer. Là, depuis, ça a évolué. Là, ça fait plus de 35 ans. Fait que Fait qu'au siècle j'ai eu le temps dernier, de. là. Ouais, oui, au siècle dernier, en effet. C'est David de nous rajeunir. C'est Ouais. malade. Puis c'est quoi à peu près les évolutions un peu dans le jeu? Tu as commencé avec Games Workshop, mais spoiler, là, ce qu'on va parler d'aujourd'hui, pour te ramasser là, un peu dans l'historique, ces trucs-là, ça a été quoi là, ta courbe de progression? C'était une courbe sigmoïde? C'était logarithmique? Ça a passé. Je suis un touche-à-tout, autant au niveau de la grandeur de jeu que des compagnies. Fait que, tu sais, on a commencé par Warhammer Fantasy, mais rapidement, il y a du monde qui avait de l'intérêt pour 40 000. On a essayé ça. Après ça, il y a eu Mordheim, Necromunda. Puis avec le club de jeux qu'on avait parti au cégep, ben là, en ayant accès au magasin, on allait, puis c'est comme, ah, hey, on lance un club de jeu. Fait qu'il y avait de la promo, ils nous donnaient des boîtes. Ouais.
on est tombé sur certains jeux d'escarmouche, Chronopia, puis Warzone, entre autres. Fait que là, les jeux d'escarmouche sont rentrés, puis l'intérêt pour ça. Puis, mais ça a toujours été un peu, mais Game Workshop était principal. Puis, ce qui a apporté le plus gros changement, c'est quand on est tombé sur War Machine. J'avais pas tant d'intérêt pour War Machine en tant que tel, mais quand la sortie de Horde, qui était la variante avec les créatures au lieu d'être les Warjacks qui est sortie, moi, ça m'avait parlé. Puis presque tout mon groupe avait changé pas changé, mais ajouté ce jeu-là à leur arsenal. Ouais, puis c'est devenu notre jeu principal pendant plusieurs années. Autour de 2010, ou... Ça doit être un peu avant ça, je dirais. Ah oui? Parce que moi, je me souviens que c'était bien fort 2012, autour de 2010-2012. Ouais, mais je sais que la première convention qu'on a roulée, on faisait déjà des tournois. On roulait des tournois. Ah ouais? Parce que le chaos ludique, les trucs que tu as fait, vous connaissiez déjà, puis il y avait déjà du War Machine. C'était un des... Vous étiez les premiers qui avaient fait un événement avec du War Machine. Ouais. Wow. Oui. Ça, c'était en 2011, en janvier 2011. Fait on jouait déjà depuis quelques années déjà à cette époque-là. Parce qu'avant d'être apte à rouler un tournoi, il avait fallu connaître le jeu un peu plus, puis en faire. On faisait des événements aussi, ce qu'ils appelaient les Journeyman League, les campagnes, les Grow League. OK. Fait que tu bâtis une petite gang, puis après ça, t'en rajoutes OK. Des progressions. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y en avait un format spécifique pour War Machine puis Fait que on en a fait beaucoup. Puis on a commencé à aller dans des conventions aux États-Unis un petit peu. On allait à TempleCon à l'époque, qui était dans le Rhode Island. 6 heures, ça se fait bien en voiture. C'est pas comme se rendre à Adepticon. C'est un 15-16 heures. Là, tu peux le faire plus facilement. Là, fait que la convention a été reconnue pour War Machine, entre autres. Fait que on était là quelques fois. Puis on a commencé à rouler nos événements après avoir eu cette expérience-là aussi. Mais c'est ça, avec War Machine, là, puis on était toujours dans les magasins, on voyait les jeux, puis j'ai toujours un intérêt pour lire les jeux. J'aime ça, développer, lire les univers, lire les systèmes de règles, juste plus par curiosité. Je ne vais pas nécessairement tout essayer. Fait que j'en ai essayé plein. Uncharted 6, des jeux de bateau, des jeux d'escarmouche, des jeux de fantasy, des jeux de sci-fi, un peu de post-apocalyptique. Puis j'ai toujours continué avec un intérêt plus fort pour l'escarmouche depuis Fantasy Pyramid, juste parce que j'aime peinturer. Puis j'ai beaucoup de temps à la maison, mais pas autant de temps de jeu, parce que j'ai pas autant de temps que je peux sortir et me permettre d'y aller. Donc j'ai beaucoup de temps de peinture, mais je me tanne vite de peinturer la même chose. Fait que c'est parfait les jeux d'escarmouche. Là. Tu peins une petite bande, puis après ça, tu peux passer à autre chose. Là. Peinturer 30 zombies pour une armée de morts vivants, d'unités, puis là, tu viens de faire 50 points. Là. Fait qu'une armée napoléonienne de plusieurs milliers de modèles, c'est non? J'en fais quand même un peu de la masse, mais c'est pas mon attrait principal. Là, donc, si on regarde ça, donc à cette époque-là, tu disais-tu que tu étais un peu plus compétitif? Si tu allais dans des tournois, que tu voyageais, ou c'était vraiment juste pour jouer plus au jeu puis la communauté qui t'attirait? C'est plus pour jouer. Même dans le temps qu'on faisait du Warhammer Fantasy, puis même avant War Machine, quand on faisait des tournois, ce qui était les grands tournois du donjon, je pense que ça s'appelait à l'époque. Le donjon, donc le donjon Maisonneuve puis le donjon à Québec qui faisait ça. Oui. Fait que je participais à ça, mais j'y allais toujours en gros, l'idée c'est le social puis d'aller jouer 5 parties dans ta fin de semaine parce que t'as vraiment l'occasion de jouer. Fait que c'est vraiment plus pour ça. T'sais. Après ça, quand je joue, c'est le fun d'essayer de gagner. Mais mon motto en construction de liste, ça a toujours été quel modèle est beau, puis après ça, il faut que la liste soit légale autour du bonhomme qui est beau. J'ai jamais été très fort. C'est la partie du hobby que j'aime le moins, c'est bâtir des listes d'armées. Moi, si je pouvais juste me baser sur le côté visuel des modèles, après ça, le reste, c'est pas grave. Puis ça a un impact. Là. Je me débrouille en jeu, mais je suis pas nécessairement bon. C'est pas grave. Mais ça a l'avantage. Je joue toujours les mêmes modèles. Un des jeux qu'on a pris par jour. J'ai l'impression que David et toi, vous vous êtes parlé avant.
Je me débrouille bien. Puis ça vient aussi avec le fait que quand j'aime les modèles, je vais jouer la même chose. Après au War Machine, l'autre jeu qu'on a joué le plus, c'était Guild Ball. Oh, Puis on a même roulé le tournoi national 2 fois, justement, à Montréal, avec la BIS, votre partenaire. wow. Et aussi, notre partenaire, ils ont été partenaires avec Chaoludic puis avec un paquet d'autres événements pendant plusieurs années. Fait qu'on les connaît depuis le lancement de la boutique. Mais justement, Guild Ball, quand j'ai commencé, je j'avais un petit problème de focus quand je peinturais. Tu sais, c'est comme, je peinturais une figurine d'un jeu, puis là, je vais passer à autre chose. Puis là, quand tu fais des contrats un petit peu, ben, passe pas de temps autant que tu veux. Fait que je pense que j'ai joué les mêmes 6 modèles pendant 3 ans. Tu sais, c'était une gang de 6, j'ai joué les mêmes 6. J'avais bien beau pas être super bon en list building, si tu as joué les mêmes 6 modèles à la fois, tu apprends à les jouer. Tu sais. M'emmener, c'est comme moi quand j'ai commencé à jouer à Warhammer Fantasy, je disais tout le temps, je faisais toutes les ligues, puis j'avais fini, je jouais tout le temps, j'avais comme 12-15 ans quand j'ai commencé à Warhammer Fantasy. Puis avec mes Dark Elves, j'ai commencé avec 116 défaites de suite. Après ça, j'étais rendu bon quand j'ai commencé à Ouais. gagner. Ah, tu l'avais jamais vu, celle-là, David, dans le donjon, faisait des ligues, puis le monde avait comme, mettons, joué 5 games, 10 games, 20 games. Moi, je n'avais 116. 116 défaites, là. Moi, Ouch! en partie aussi des défaites de 12-15 ans, puis tu joues avec des adultes de 30-40 ans Ça qui en aide profitent. pas, là. Ouais. Un autre sujet pour un autre jour dans ce temps-là au donjon, qui est un peu toxique. Mais ça forme le caractère. Après ça, vous le savez, en Warhammer Fantasy Battle, je t'ai rendu bon. Ça me demandait quand tu comprends que tout ce que tu faisais, c'était pas de ta faute que tu perdais. Tu fais comme, OK, mais là, j'ai du village. Mais c'est ça. Mais pourtant, Guild Ball, L'édition, c'était quand. Ouais, entre autres. Guild avant le Ball, par contre, 7e édition, Ah, non, non, j'ai commencé 7e édition. Avant, je parce que jouais, mais justement, j'avais pas de fun, fait que je peinturais plus. Tu sais, puis moi, je jouais uniquement les Dark Elves, puis ça a jamais moi changé. aussi. Fait que, bon, c'est ça. Fait que tu savais qu'on était pas très bon. J'ai appris C'est à aller une dans les des rares forums. armées en 6e édition qui a eu un errata pendant la sortie officielle de J'aime la liste. dire qu'on a bully Games Workshop. Drucci.net a bully Games Workshop. Tellement Dark mauvais Alliance qu'il y en a eu une parle. révision. Oui. Wow! Je l'ai aimé. Moi, c'est pour ça que quand le monde dit Games Workshop n'a jamais écouté les femmes. Non, non, c'est pas vrai, on les a bullies. On a eu un nouveau errata. Mais pas juste un errata, là, ils ont comme refait l'armée là, à ce moment-là. Ouais. Anyway. Mais c'est ça, pour revenir à Guild Ball, par contre, tu dis, c'est ça, tu t'as joué beaucoup, fait que t'apprenais les règles, mais Guild Ball, c'était le monde, moi j'avais trouvé que le jeu et le concept était différent. Et puis c'était comme, corrige-moi, mais c'était la même gang que Malifaux, je pense, qui faisait Guild Ball. Non, non. Non? Guild Ball, c'était une C'était nouvelle Steam compagnie. Forge? C'était Steamforge. Mais il faut, Ah, c'est ok. Weird. Ah. Ouais, t'as raison. Ouais. Puis Mais c'était Weird dans les est mêmes. américain, puis Steamforge est au UK. Bon, parfait. C'était d'anciens joueurs de War Machine qui ont parti Guild Ball. Donc, c'était des joueurs très compétitifs, là, des gens qui faisaient C'est ça, j'allais dire. C'est les comme séries si de c'était. tournois. Le jeu était Ouais. bâti pour être fait, pour être joué en événement. Ok. Moi, c'était pas mon focus. Le but, c'était de jouer pour le fun. Puis après ça, moi, j'ai toujours. C'était déjà le cas avec War Machine. Fait qu'on a commencé à rouler des événements avec les magasins, rouler des ligues, puis à Londres, justement, en ayant des contacts. Puis le reste, on a roulé les plus gros de l'Est du Canada. Fait qu'on a été approchés, puis on s'est. Pour faire justement le national. Mais, puis même si je participais, la plupart du temps, je participais pas dans les tournois, je roule les tournois. Je suis organisateur, mais je participe pas en tant que joueur dans ces événements-là. Classique. Ouais. Puis après Guild Ball, est-ce que tu as continué à organiser des événements ou t'es retourné Ben, plus à la peinture et tes propres projets? ouais, ça s'est retourné plus vers ça parce que en même temps que j'ai arrêté de jouer à Guild Ball, on avait aussi arrêté de faire Call of Duty à peu près juste un petit peu avant. Puis on avait arrêté principalement parce que c'était le manque de temps. On a roulé Call of Duty pendant 7 ans. Pour Ouais, les gens ouais. qui ne connaissent pas Caludic, c'était une petite convention de jeu qu'on avait lancée à Montréal. Au début, c'était pas supposé être juste des tournois, mais à la longue, c'était ça qui était le plus demandé. C'était pas exclusivement des tournois. Principalement dans les premières éditions, là, il y avait les concours de peinture, puis des démos, puis d'autres événements narratifs. Là, on avait des parties
euh, 40K Apocalypse, des grosses parties à 20-30 000 points qui se jouaient. Mais il y avait aussi des tournois qui en faisaient partie. Puis à la longue, c'est ça qui a été le focus principal. Mais c'est ça, après 7 ans à rouler, les 4 organisateurs principaux, on était tous rendus pères de famille avec des enfants en bas âge, en bas de 8-10 ans. Ça variait entre bébé et 10 dans les plus vieux, mais c'était difficile d'avoir assez de temps pour tout gérer. Ouais, ça prend du temps. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est malheureusement, on a pris notre retraite, entre guillemets, puis il n'y avait personne pour reprendre la relève à ce moment-là. Fait que c'est tombé sur le côté. On travaillait en partenariat avec Dominique Carrette, qui s'occupait de Norton Defender, qui était une autre série de tournois, principalement à Québec, mais qui a déménagé à Montréal. On travaillait en partenariat, là. On faisait des tournois de War Machine dans les événements de Norton Defender, puis lui, il faisait des tournois de Fantasy dans les événements de Chaos Ludique. Fait qu'on a toujours travaillé de pair, mais lui aussi a arrêté à peu près en même temps, fait que ça a tout tombé, puis on a fait une pause à ce moment-là. Ouais. Parce que c'est devenu le ND Open pendant quelques éditions. Oui, ben c'est ça. Là, il y avait le ND, puis pendant le ND, ça a roulé parallèlement pendant quelques années. Pendant un petit bout, ça a continué tout seul. Le ND, une fois que nous, on a arrêté. Puis après ça, ben, là, Dominique étant militaire, il a été chargé d'affectation, puis des fois, ça marche plus. Ouais, c'est quand même des trucs qu'on fait bénévolement, puis qui demandent beaucoup de notre temps. Oui, c'est ça. C'est quand même exigeant. Fait que, tu sais, quand tu peux te le permettre dans le temps, tant mieux, mais des fois, malheureusement, la vie change, le travail change, les enfants changent, la famille. Surtout que tu l'avais vu quand tu étais venu, puis ça va nous amener graduellement avec Carnaval, quand on avait fait Figurines et légendes, c'est pour essayer de voir si y a un petit modèle de convention, puis qu'on verra quand on aura le temps de le refaire. Je trouve que ça avait quand même été un succès. Mais tu sais, nous, c'était juste pour des démo games, puis des petits trucs open. Mais quand tu fais une partie qui a des tournois, si on veut, ou des événements, tu le sais, là, c'est complètement autre chose parce que là, tu as encore plus les inscriptions, les gens ont des attentes, ils posent des questions parce qu'ils préparent leur armée, ils veulent les scénarios, faut le play. Fait que c'est beaucoup de job, là, faire une convention, mais une convention en plus de ça avec des tournois. C'est pour ça, comme tu dis, ça demande des gens différents. Oui, puis c'est des spécialisations différentes. Un peu avec les démos puis les participation games, comme vous avez fait avec. J'ai un blanc, tu viens de nommer l'événement en plus. Figurines et légendes. Figurines et légendes, c'est que t'as plus d'organisation, mais plus petite. Il faut que tu gères chacune des inscriptions, mais c'est des inscriptions pour 4 ou 8 personnes. Après ça, là, OK, puis là, les timings, il y en a plus parce que là, c'est des blocs de 4 heures. Mais là, OK, tu gères les blocs. Dans le gros tournoi, tu as une liste à gérer. C'est plus simple au niveau de la gestion de la liste, mais comme tu dis, il y a bien plus de questions parce que faut que tu gères ton événement, faut que tu gères tes prix, faut que tu gères d'autres affaires, l'horaire de tout le monde, faut que tu rentres tes repas là-dedans. C'est un art, la gestion d'événements. Ouais. Ben, la gestion de tous les événements, effectivement. Pas Oui, juste dans oui. Ah, oui, là, justement, à cet événement-là, on avait eu du carnaval, si je me rappelle bien. Je crois que c'est un sujet que David t'harcelait potentiellement pour que tu en parles. Il avait bien aimé. Puis moi, je me rappelle que j'avais vu les parties, puis ça avait quand même été vraiment le fun, dans le sens les gens avaient vraiment du fun. Tu avais une belle table avec des décors, des figurines. Fait que, parle donc un peu de ça. Qu'est-ce qui t'a ramené vers ce jeu-là spécifiquement? Pourquoi Carnaval, avant qu'on parle peut-être plus de ce que c'est en tant que tel? Carnaval, ça faisait des années que je l'avais vu passer, mais je n'avais pas accroché autant parce que la complexité le jeu est très demandant au niveau du décor. Un peu comme les gens qui connaissent Infinity, c'est des tables très chargées, beaucoup de décors. Puis du décor d'Infinity, ça se trouve bien. Du décor de Carnaval, à part TT Combat, la compagnie qui le vendait à MDF, ça se trouvait pas vraiment ailleurs. Puis par un heureux hasard, sur un forum de gaming, j'avais vu un Kickstarter pour le décor vénitien qui sortait il y a 3 ou 4 ans. La campagne Waterspire par Lovecraft Miniature. Puis ça a comme fait ah, hey, c'est vrai, Carnaval, ça utilise ça. Puis là, j'avais accès à un ami qui avait une imprimante 3D. Il faisait déjà du décor pour nos autres jeux. C'est le concept. Moi, je n'avais pas d'imprimante à l'époque, mais lui, il imprimait les décors, moi, j'ai les peint. C'est le partage de tâches. Mais en voyant ça, c'est qu'en fait, mais ça, Carnaval, ça avait l'air intéressant. Puis là, j'ai lu les règles.
en diagonale. Les règles sont gratuites en ligne, les règles de base au moins. Fait que ça a comme fait. Puis je suis tombé en amour avec le dynamisme des règles. Là, ça a fait. Faudrait l'essayer. Fait que petite partie d'essai juste mécanique, solo, juste pour voir si ça fait du sens. Puis oui, c'est super intéressant. Fait que là, j'ai backé ce Kickstarter-là pour les décors. Puis on a commencé à les imprimer, commandé quelques petits starters pour essayer le jeu dans notre groupe fermé. Puis je suis tombé en amour avec le jeu. Puis la plupart des membres de mon groupe aussi, là, on doit être juste une dizaine. On voit juste dans le groupe, là, pas nécessairement tous avec le même focus, mais je suis tombé en amour avec le dynamisme du jeu, puis avec les factions, puis avec le look. J'adore les jeux qui demandent beaucoup de décors, puis qui ont un impact visuel. Puis dans le cas de Carnaval, c'est incroyable. Comme tu mentionnais, la table, puis c'est un des plus gros vendeurs. À chaque fois qu'on joue des parties à l'Abyss ou dans les autres boutiques, c'est comme le monde pour des détours. C'est comme, oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce jeu-là? Justement, à cause de la table. La table vend le jeu plus que ce qu'on peut faire nous-mêmes. Comme beaucoup de jeux de Skirmish, là, c'est qu'il y a Ouais. du décor. C'est comme ça attire l'œil parce que des grosses parties avec les années, on a tendance dans les différents jeux de Wargame à limiter le décor, l'inverse de ce qu'on voit dans les games de Skirmish, puis qu'on peut s'imaginer, en tout cas moi quand j'étais jeune, puis que j'ai commencé, puis que j'imaginais plein de décors, puis là, mon armée allait là-dedans, mais dans le fond, tu réalises assez vite que si tu veux une certaine cohésion, puis un concept d'unité, ben, ça devient plus difficile, puis la première chose qu'on fait, c'est on réduit le niveau de décor, mais je pense que tout le monde, quand il voit une photo ou une vidéo avec plein de décors peinturés, puis des figurines peinturées, ça frappe l'imaginaire assez vite, là, disons. Ah oui, c'est toujours plus accrocheur. Là. Ouais. 100%. Là. Puis corrige-moi, David, mais je pense que on va essayer de faire un segue avec toi. Il me semble que toi et Max, à l'origine, vous vouliez jouer ou vous aviez été intéressé par Carnaval ou je me mélange de jeux vénitiens? Non, c'est ça. C'est quand on est allé à des petits cons en 2019, on devait y aller en 2020, puis haha, surprise, la pandémie. Puis Max avait vu, il y avait une liste des vendeurs, des compagnies à supporter qui auraient dû être à des petits cons. Puis dedans, il y avait Carnaval, puis il avait juste acheté le starter set de Carnaval qu'on s'était divisé. Je me souviens bien, moi je m'étais retrouvé avec la guilde. Tadam! Voilà. Puis Max, je pense qu'il avait pris. Il s'était commandé les patriciens, je pense. Puis Kevin avait dit, ah Le oui, starter venait avec les rachards. ah, les rachards. Ouais. C'est ça. Ouais. Max a commandé les patriciens à part parce qu'il voulait pas les rachards. Puis je pense qu'il a passé les rachards à Kevin. Kevin avait dit, ah, je peux essayer de les peindre. Puis finalement, on les a pas vus. Kevin n'était pas ramassé avec, c'est ça, les hommes tritons. C'est ça, ouais. C'était la première des genre 12 itérations que Kevin a été attiré par quelque chose de potentiellement grec, neptunien, mais que ça s'est pas concrétisé. Cool. Mais moi, Bon, ben là, je m'attends à ce que vous me parliez de carnaval. Mais je suis curieux, Antoine, peux-tu nous parler un peu de c'est quoi le setting, c'est quoi l'histoire? Ouais. Oui, ben, Carnaval, c'est un jeu d'escarmouche qui se passe à Venise, mais un Venise alternatif. On considère un peu la même histoire là, jusqu'en 1795. Il y a un messager qui se présente à la plupart des chefs d'État et les chefs religieux, puis leur dit la fin du monde s'en vient, il y a quelque chose qui ne va pas bien aller. Puis la plupart du monde, ils ferment la porte au nez et ils disent c'est n'importe quoi. Parce qu'à part le pape, dans le messager, un des trucs qu'il disait, c'est on va vous aider à vous préparer pour ça. Puis ça a comme fait hey, il y a de l'information pour vous autres, pourquoi pas? Ils l'ont pris, ils l'ont torturé, ils ont ramassé toute l'information qu'ils pouvaient, ils ont appris des secrets et autres. Puis ils ont fini par l'exécuter. Ah. Parce qu'il n'y en avait plus besoin, il n'y avait plus d'informations de plus. Quand ils l'ont exécuté, malheureusement, il y a une série de tremblements de terre à travers l'Europe, la Méditerranée, le Moyen-Orient qui sont arrivés, des rangs de marée. La moitié de la planète est inondée. Tout est détruit, mais mystérieusement pas à Venise. Puis à Venise, il y a une grande faille qui s'ouvre dans le ciel qui rend une lumière verdâtre sur tout, puis même la nuit, il ne fait pas particulièrement noir, mais la ville est épargnée. Mais, ça revient un peu le centre du monde qui avait arrêté d'être avec le développement plus moderne. Puis là, tout le monde envoie des messagers là, et etc., pour se rendre compte que finalement, il y a une raison dans
le lore du jeu, pourquoi c'est le cas. Mais ça devient un peu comme un centre d'importance, fait que toutes les nations envoient des gens à Venise. Mais à travers tout ça, ben, il y a un côté surnaturel qui revient, les différentes factions sont là, puis il y a des monstres d'un autre monde qui apparaissent, puis justement cette faille-là dans le ciel euh, rend un peu tout le monde inconfortable, moins stable mentalement, et physiquement, il y a des mutations qui arrivent sur certaines personnes, etc. Ok. Fait Fait que c'est que comme un le reskin du jeu, mariage de Jeff Bezos à Venise. ouais, avec des plus petits bateaux. Je comprends. C'est clair. sensiblement ça. Fait en gros, le jeu lui-même, l'univers, tu prends un peu comme. C'est Assassin's Creed, le jeu vidéo, pour le côté parcours, sauter partout, les déguisements vénitiens, mais mélangé avec l'appel de Cthulhu et tout le mythos de Lovecraft. Fait que tu mélanges tout ça ensemble, puis ça donne un peu l'idée de l'univers de Carnaval. Là, ça fait avec un jeu d'escarmouche à petite échelle, c'est 6 à 10 modèles. Les Ok. modèles sont quand même relativement gros, c'est du 32 à 35 mm, ça a une belle échelle. C'est un peu l'équivalent des nouveaux modèles de Game Workshop qui sont toujours targetés d'être du 28, mais ça n'a jamais vraiment été du 28 Ouais, c'est depuis. ça. Des C'est pas un années. bout. Mais c'est un jeu très dynamique dans le mouvement. Non seulement Ok. l'idée, ça prend du terrain, mais le terrain n'est pas là juste pour bloquer les lignes de vue. Le terrain est là parce que c'est un élément du jeu. Le jeu joue sur 3 niveaux. Tu as les rues, mais tu as aussi des canaux. Les canaux ne sont pas là juste pour t'empêcher de bouger. L'eau est une importance parce que justement, on parlait des montes marins, des tritons, c'est des rachards. C'est une des factions. Ben, les gens dans l'eau, ils doivent nager. Il y a des règles pour nager, il y a des règles pour plonger en dessous de l'eau. Quand tu es dans l'eau, tu n'es pas capable de te battre avec tes armes. Tu es obligé d'essayer juste de. Si tu as une arme avec un keyword aquatique, ben là, tu peux l'utiliser, mais autrement, tu as juste essayé de noyer l'autre personne avec tes mains, puis tu essaies de t'en échapper. Puis après ça, quand tu es sur la terre ferme, ben, les bâtisses, tu peux les grimper, tu peux aller sur les balcons, tu peux aller sur les toits. Tous les objectifs de jeu peuvent être placés n'importe où aussi. Fait que tu peux avoir de l'exercice sur un toit ou dans l'eau. Tu es obligé de te promener tout le temps. Puis justement, tu te déplaces, tu sautes, tu plonges, tu lances ces autres personnages. Puis un des éléments très intéressants dans le côté dynamique de mouvement, c'est que une des mécaniques de jeu, c'est que tu peux marcher, mais tu peux aussi sauter. Puis quand tu sautes, si tu sautes sur un élément de décor, au lieu de sauter sur une surface plane, tu peux rebondir de là. Ta deuxième action, tu sautes. Si tu encore, tu as plus qu'une action par tour, sur ta deuxième action, tu peux sauter encore. Yo. Mais une fois par activation, tu peux gratuitement faire un saut si tu atterris sur un obstacle pour avoir une action gratuite. Donc, tu es toujours encouragé à bouger plus. Le jeu est fait pour être hyper dynamique et bouger énormément. Oui, tu veux plonger. Si tu es sur un toit, tu peux sauter en bas sur quelqu'un. Puis là, ça te donne ce qu'on appelle un attaque from above. Fait que tu passes à travers son armure s'il y en a. Mais tu peux aussi te blesser en atterrissant. Fait que là, ça rajoute dans le côté drôle. Des fois, tu sautes en bas, tu atterris sur quelqu'un, tu réussis à l'achever, mais tu te casses une cheville, puis tu finis dans le caniveau toi aussi. Il y a plein de choses. Il encourage vraiment qu'on veut toujours dans les jeux de Skirmish, mais qui n'arrive pas tout le temps, genre de escalader, sauter, descendre, 100%. utiliser le décor. Ah oui, le décor est partie prenante de la partie. C'est important que tu en ailles. C'est important que tu en ailles beaucoup. Il y a même une règle. Des fois, ils disent que ça prend 40 000 à l'origine. Ils disent que ça prend 25% de décor. C'est une idée. Mais dans le cas de Carnaval, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Ça prend un tiers d'eau, un tiers de rue et un tiers de bâtiment. Ah oui. C'est une Ok, règle. ouais, c'est vraiment C'est une pas règle en juste les décors qui sont définis. Non, non, ça t'en prend. Puis même ce qui n'est pas des bâtiments, mais ça te prend beaucoup de scatter terrain, euh, des piles de des piles de caisses, des piles de tonneaux, une statue, un puits, tous les genres d'éléments qui pourraient être là, ou même des barils qui traînent dans l'eau, ou des poteaux d'amarrage, des gondoles dans l'eau que tu peux te déplacer dessus, ou juste sauter. S'il y a quelqu'un dessus puis tu sautes sur une gondole, ben là, tu peux faire tomber la personne qui était dedans. Le jeu est fait pour que ça bouge, que ça soit dynamique, et qu'il y ait tout le temps quelque chose à faire. Mais ça, toutes ces règles-là, est-ce que ça rend le jeu compliqué à apprendre? Pas particulièrement. Le jeu n'est pas très compliqué. Puis le nombre d'actions que tu peux faire, il y en a peut-être juste une dizaine. Puis là-dessus, il y a l'action de combat, les actions de déplacement, les actions de saut. Puis le reste, c'est des actions plus spécialisées. Bouger la gondole. Oui, il y a une petite table
pour savoir que ça se fait. Mais une fois que tu connais une des tables, les autres tables sont à peu près les mêmes, c'est les mêmes résultats. Fait que ça s'applique plus facilement. Dans les autres cas, c'est des trucs faciles comme se cacher ou il y a une action qui s'appelle garde. C'est juste te mettre en attente s'il y a quelqu'un qui rentre à côté de toi pour pouvoir lui donner un coup avant que ce soit lui qui t'attaque. Fait que c'est pas difficile. Puis, tu sais, les règles sont pas très longues. Le livret gratuit fait une quarantaine de pages. Ok. Mais là-dessus, il y a une petite explication de lore. Il y a aussi les scénarios. Tu as les règles complètes, illustrées avec des exemples. Fait que ça, c'est pas énorme. Là. C'est écrit gros, là, je le lis ici. Le livre imprimé, là. Puis, c'est ça, exactement 40 pages. Là, c'est la vieille version. Il y en a une nouvelle version en ligne, là, mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est écrit relativement gros. Tu as des beaux tableaux d'explication pour tes résultats, pour chacune des actions que tu peux. OK. Fait que c'est pas dur à absorber, c'est pas dur à comprendre. Pour avoir fait beaucoup de démos pour le jeu maintenant, la plupart des gens le comprennent rapidement. Après ça, il y a des subtilités, il y a des points de commandement puis des points de volonté qui rajoutent des effets supplémentaires. Mais ça, on ne les utilise pas dans la première partie pour. On rentre la mécanique, puis après ça, bon, on utilise des règles supplémentaires pour que tout le monde comprenne. Comme la magie, j'en mets pas dans mes démos, mais il y a plusieurs factions qui en utilisent. Fait qu'après ça, ben, on l'explique. Puis elle fonctionne de la même façon que les autres règles. C'est juste après ça. On veut juste limiter le nombre de cartes et d'éléments à retenir quand on essaye. Puis j'ai vu qu'il y Mais avait... ça, le jeu est bon. Ouais. Ils ont fait un C'est livre pas de... un jeu ultra compliqué. Non. Ils ont fait un livre de campagne. Ça a l'air de quoi, le mode de campagne dans ce jeu-là? C'est-tu plus mécanique ou tu fais juste un objectif après l'autre ou il y a vraiment une histoire qui suit? Hein? Dans le cas du livre de campagne qui s'appelle Blood on the Water, c'est 3 campagnes narratives, mais c'est pas autant des campagnes ouvertes comme on a dans d'autres systèmes. C'est vraiment 3, dans ce livre-là, c'est 3 campagnes de, si je me trompe pas, 5 ou 6 scénarios qui se jouent entre 2 factions spécifiques. Fait que ça fait avancer le lore. Une grosse partie du livre, c'est un gros chapitre, c'est l'histoire entre ces 2 factions-là. Par exemple, la première, c'est la guilde et les patriciens. C'est des combats entre les deux pour reprendre le contrôle de Venise puis de l'arsenal, qui était l'endroit où il bâtissait les bateaux pour Venise. Mais c'est le combat entre ces 2 factions-là. Puis là, tu as une série de scénarios narratifs qui se basent sur ce combat-là. Puis après ça, tu as la même chose pour 2 autres factions. Et finalement, 2 dernières factions qui ont leur propre scénario. Donc, c'est pas. Puis il n'y a pas d'évolution de personnages, il n'y a pas d'évolution d'expérience. Il y a un petit impact. Les scénarios suivants, ils disent la personne qui a gagné a un petit avantage dans ce scénario-ci. Et c'est tout. Fait qu'il n'y a pas de tracking à faire, il n'y a pas d'expérience à faire. C'est vraiment pour le plaisir de jouer puis de suivre l'histoire. Mais il n'y a pas. C'est pas comme, mettons, comme un Crusade à 40 000 où est-ce qu'il faut rappeler chaque unité qu'est-ce qu'ils ont fait, puis qu'est-ce qu'ils ont descendu, ou qu'est-ce qu'ils ont fait. T'sais, retenir des règles de plus que tu as à avoir parce que tes personnages ont gagné d'expérience. C'est plus simplifié que ça. Dans l'ancien livre, il y avait un petit système de campagne comme ça, mais il n'est pas resté encore, puis ça n'a pas été retravaillé. Ça va peut-être être quelque chose qu'ils vont remettre dans une expansion future, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ah, c'est cool ça. J'aimerais ça passer à l'automne 2025. Tu as commencé une petite communauté autour de Carnaval. Comment on passait une communauté de Carnaval? Avec quoi tu as commencé? Hein? En gros, l'idée, c'était pas de lancer une communauté. Quand on a lancé ça, c'était notre groupe de jeu. On n'arrivait pas à jouer souvent tout le monde. Fait qu'on s'est juste dit, on va se donner une journée par mois. Toujours le même, on va le mettre au calendrier. Puis on se rassemble pour pouvoir jouer. Parce qu'on était, comme j'avais mentionné, on était déjà une dizaine. Mais tant qu'à le faire, on réserve des tables. Puis, rendu là-bas, on a vu qu'il y avait de l'intérêt parce que quand on a mis toutes les tables, puis là, les gens voyaient le jeu, c'est comme ah, hey, c'est intéressant, c'est-tu le fun? Puis je dis ben oui. Puis, là, c'est peut-être les mauvais plis d'organisateurs d'événements, mais j'avais mis un événement sur Facebook pour inviter les gens, puis je l'avais mentionné sur. Fait que il y a eu beaucoup d'intérêt de gens qui l'ont juste vu par hasard. Tu sais, vendredi, c'est quand même une soirée populaire à l'Abysse, fait qu'il y avait des gens, il y avait beaucoup de monde. Puis là,
déjà, il y a des gens qui ont dit ah, c'est le fun, vous revenez quand? Puis là, ben, justement, là, le premier événement, c'était vraiment juste notre gang. Mais le deuxième événement, ben, j'ai fait des démos pendant que les autres y jouaient. Puis on l'a mis plus large, puis j'ai fait plus d'annonces. Et justement, là, ainsi de suite depuis. Mais l'idée première, c'était pas de grossir la communauté, c'était vraiment juste que notre groupe actuel puisse jouer. Mais là, en voyant l'intérêt pour le jeu, ça a comme fait, OK, ben, on va l'organiser un peu plus. Puis on l'a officialisé, on a mis ça un peu plus large. Justement, là, sur Facebook, sur le Facebook de l'Abyss, sur quelques Discord qui gèrent les groupes locaux, là, le club historique, puis celui de Soirée Peinte, ça, justement, ben, on mentionne que les événements, puis on fait la promotion. Le jeu est disponible ici. Cette soirée-là, si vous voulez une démo, faites juste nous faire signe, puis on va vous organiser ça. Fait que là, donc, si tu peux faire des démos, j'imagine que t'as pas juste peint ta petite bande à toi, t'as peint plus que ça. Non, ça c'est toujours le cas. Moi, la plupart du temps, quand on commence un jeu, j'achète deux factions. Ok. Deux petites factions, juste pour être capable de présenter le jeu à d'autres gens dans mon groupe qui n'ont pas nécessairement embarqué au début tout de suite ou qui te demanderaient ou juste pour avoir la possibilité de changer. Mais dans le cas de OK. Carnaval, justement, j'avais déjà deux factions. Là. J'avais la guilde, la même faction que tu as pris, David, et j'avais des docteurs de l'hôpital. Fait que j'en avais deux pour être capable de faire des démos. Puis là, depuis, j'en ai rajouté. Là. Fait que j'ai un starter de rachard aussi pour pouvoir faire des démos également. Mais c'est venu de là. Puis là, j'avais ma propre table, mais là, justement, je joue à l'Abyss. C'est le fun, mais il n'y a pas de terrain de carnaval à l'Abyss. Et ça prend beaucoup de terrain. Fait que là, on est chanceux dans le groupe, il y a plusieurs personnes qui avaient du terrain. Mais j'ai imprimé un autre set de terrain de plus maintenant, qui a été apporté à l'Abyss et qui reste à l'Abyss maintenant pour les joueurs s'ils veulent l'avoir. Pour que les semaines que je suis pas là, moi, ben, ça donne l'option de jouer. Puis aussi, en dehors de la soirée mensuelle où est-ce qu'on se rencontre, ben, il y a des gens qui vont le vendredi déjà pour autre chose ou qui veulent jouer à un autre moment, ben, la table reste disponible. Ouais. Fait que s'ils veulent jouer à Carnaval, ils peuvent demander l'emprunter, le set de décor. Exactement. Il n'est pas sur les tablettes, mais il est dans Ouais, une caisse qui est à l'arrière. Il faut juste demander au staff. Puis eux, ils savent la boîte est où. Ils voulaient ça. Puis c'est disponible. Fait que moi, j'ai laissé c'est cool. justement ces nouveaux décors-là peinturés, mais j'ai aussi laissé le starter venir avec des décors en carton qui sont dépliables et réassemblables. Mais il y en a assez pour une table complète, juste ça. Il y a assez de matériel pour prendre deux parties dans cette caisse-là. C'est Et très ça cool. aide la communauté à grandir parce que justement, dans les derniers mois, pour des raisons personnelles, j'avais de la difficulté à me présenter. Mais il y a toujours eu du monde qui ont pu jouer parce que le matériel était disponible. Puis c'est ça qui a amené, je pense qu'on t'as fait une commande collective avec l'Abyss. C'est Oui, ben, oui, C'est-tu la pour ton commande groupe ou collective, c'est que on tu as en rajouté faisait des joueurs? déjà. Ben, nous, on en faisait déjà. C'est le même qu'on fonctionne. On se met en gang pour atteindre le shipping gratuit de TT Combat, qui est à 100 pounds. Donc, on se rassemblait en groupe. On était habitué, on le fait pour plusieurs jeux. On le faisait souvent. Mais là, ça se fait bien avec tes propres amis, mais quand c'est des gens que tu connais pas, commencer à gérer les commandes de groupe, puis avec la communauté qui grandissait, on s'est dit, on va demander à la BIS si ça se fait, parce qu'on avait vu ce que le club historique faisait avec la commande de Vitrix ou les commandes de. Il y avait Bolt Warlord Action. Games, si vous en avez fait une pour Bolt Action. Puis, Perry Miniature, etc. Ouais. ouais, il y en a eu quelques-unes. Fait on avait dit, on peut-tu faire la même chose? Moi, j'avais fait les démarches pour trouver le distributeur qui s'occupe de Carnaval, envoyer de l'information à la BIS. Ils nous ont confirmé le tout. Fait que là, j'ai organisé toute la commande. On avait laissé ça ouvert quelques semaines. À la fin, ça a été complété. Puis j'ai renvoyé ça à la BIS et la commande est déjà passée. Puis la BIS, ça c'est le fun. Ils ont commandé quelques starters de leur côté Ah! pour les avoir. Fait autant le nouveau Ok, starter cool. de joueur qui vient avec des modèles en plastique, qui est une nouveauté, ça c'est le fun. Il n'y a plus juste de la résine. Mais quelques starters de faction aussi. Fait qu'il va y avoir un petit peu de matériel à l'Abyss. Pour l'instant, c'est une première chose. La communauté grandit bien, mais ça reste un jeu très secondaire. Là, il y a énormément de matériel pour le jeu. C'est normal qu'ils ne stockent pas tout. Mais on va voir avec l'intérêt. Puis justement, moi, mon but, c'est de refaire des commandes de ce genre-là une fois de temps en temps. Comme ça, chaque fois qu'on en a
on est assez. Si l'Abyss rajoute du stock parce qu'il voit qu'il y a de l'intérêt, ben, ça va peut-être pouvoir aider à grossir. Puis ça va permettre que justement, Ouais. quand on fait des démos, les gens qui sont intéressés, bon, au lieu de lui dire, ben, faut que tu ailles en ligne ou que tu ailles à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Parce que le Ouais, c'est magasin, ça, la il faut boutique peut-être. Tabletop, eux, en stock aussi. C'est un endroit où j'avais fait des démos aussi. C'est le fun, puis c'est le fun qui est plus qu'un magasin au Québec qui en ait, mais c'est pas nécessairement à côté pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a une Tout le monde. voiture qui peuvent se rendre. Mais c'est le fun parce que ça fait deux communautés. Tu Ben sais. oui. Ils ont un bon groupe à Sainte-Marthe également. Fait que, il commence à avoir pas mal de monde qui joue. Fait que c'est vraiment intéressant. Très cool. Puis bon, moi je finirais avec pourquoi on devrait jouer avec Carnaval, quel type de joueur ça vient chercher, puis par où commencer, tiens. Euh, à commencer, c'est facile. Les règles sont disponibles en ligne gratuite. Ok. Ça, c'est déjà bon. Si vous voulez avoir une idée, si vous voulez utiliser des proxys de votre côté, du terrain de d'autres des compagnies, euh, c'est facile. Les règles sont là, ça se joue facilement, ça prend pas beaucoup de modèles. Après ça, le terrain, vous imaginez que vos décors de d'autres choses ressemblent à du Venise pour cette fois-là, puis c'est tout. Euh, une autre façon de commencer, c'est le nouveau starter de joueurs qui s'appelle World Fair After Party, qui vient avec des modèles en plastique. C'est les premiers modèles en plastique pour le jeu. Je le montre là, justement. Là. Ah, parfait. C'est les docteurs contre les patriciens. Fait que t'as 4 modèles de chaque faction, t'as un plateau de jeu, t'as quelques bâtisses en carton. Fait que c'est une super belle introduction au jeu. C'est des bons débuts de gang. C'est pas assez pour jouer une partie complète. Mais après ça, ça prend pas grand-chose pour être capable d'en avoir assez pour jouer. Et avec ces 2 points d'entrée-là, c'est facile. Puis sinon, ben, c'est venir aux soirées. Nos soirées mensuelles sont le troisième vendredi du mois à l'Abysse. Ok. Donc, nous, on fait des démos. Moi, j'en fais, mais il y a d'autres membres qui sont assez craqués, qui en ont plusieurs aussi, factions. Il y a plusieurs personnes qui se sont impliquées pas mal, qui ont embarqué à les 2 pieds en premier, puis ceux qui ont sauté dedans. Fait que, il y a d'autres gens qui font des démos aussi. Fait que si même moi, je suis pas disponible, il va y avoir d'autres personnes. Fait que vous Les gens pointez une veulent de ces s'inscrire. journées-là. Vous avez un groupe ou c'est via l'Abyss ou comment ça fonctionne? En ce moment, on a un groupe Facebook. C'est pas un gros groupe. Là, Carnaval, c'est Venise en Québec Carnaval qu'on l'avait appelé. C'était une blague à cause de Ben oui. Venise en Québec. Là. Ouais. Donc, on a l'exclusivité locale dans la province d'avoir quelque chose avec le même nom. On a un petit groupe de discussion aussi, une communauté Messenger. Euh, Ah, ok. la plupart de l'information se transige là. C'est toujours un peu plus difficile à suivre, mais je pense que la communauté est dans le groupe Facebook. Donc, c'est assez facile de la retrouver. Et sinon, ben, il y a des liens toujours dans le Discord du club historique. Puis on Oui. en a aussi sur la page Abyss Miniature. Fait qu'à Ok. chaque événement, il y a une mention de l'événement avec un lien. Fait que, puis il y a justement, chaque mois, on met un événement Facebook où est-ce que qui donne le rappel de toute cette information-là. Fait que si des gens veulent venir faire une démo, ben, on est disponible. Sinon, ben, juste à nous contacter, puis de temps en temps, il y a des gens qui sont disponibles en dehors de ces événements-là aussi. Fait que ça donne d'autres options. Puis est-ce que ça peut plaire à un seul type de joueur ou ça peut plaire à tous les types de joueurs, c'est-à-dire le joueur compétitif, le joueur narratif? Je dirais que ça plaît principalement aux joueurs narratifs, mais on a des joueurs compétitifs dans le groupe. On a des joueurs très compétitifs qui font du tournoi national pour certains autres jeux, mais justement, ils voient comme c'est leur jeu qui leur permet de changer de style. Ah, Tu ok. sais, fait que, oui, c'est des joueurs très sérieux, mais ils tombent là-dedans, puis ça, c'est le fun, on fait ce qu'on veut, on peut mettre plus de décors. Tu sais, je pense qu'il y a un intérêt pour tout le monde. Mais c'est clairement pas un jeu qui est basé sur la compétition. Les règles de base du jeu disent s'il y a quelque chose de cool, de le fun, mais il y a un jeton pour la Golden Rules là, que tu donnes à l'autre pour lui dire hey, ça c'était vraiment le fun. Ça te donne un petit bonus sur un de tes prochains jets. Puis après ça Wow. s'échange à tour de Il y a un rôle. concept d'inspiration. Oui, c'est exactement ça. Il y a un peu Bien. comme à Donjon Dragon, là, c'est le concept d'inspiration. Si ce que tu as fait, c'était vraiment le fun, ben, réessaye là. Puis là, ça s'applique en jeu facilement parce que je m'entraînais un petit peu sauter en bas, essayer quelque chose que tu n'as aucune chance, puis là, ben, c'est drôle, puis ça arrive, ou ton personnage s'est cassé un pied, puis il est tombé dans le fond du canal après. C'était drôle dans la situation, ben, tant mieux, là. Fait que c'est vraiment orienté pour les gens qui veulent plus le côté cinématique.
Après ça, OK. le mot narratif est très utilisé. C'est pas des campagnes narratives, c'est pas des histoires, c'est des personnages. Tu peux rajouter une histoire si tu veux, mais à moins de jouer une campagne réelle où tu écris ton histoire, puis ça se fait. Tu sais, j'en ai une qui se suit avec mon ami Guillaume, puis justement, on a nos noms sur nos chefs de bande, puis on suit l'histoire. Mais c'est vraiment plus cinématique que narratif. Ok. Mais la promo, ils disent narrative game, parce que justement, t'es pas là juste pour. C'est pas juste du combat, c'est beaucoup basé sur des scénarios spécifiques. Puis qui sont déplacer des objectifs, se sauver d'un brouillard mortel. Il y a toujours quelque chose de plus à faire. Puis justement, avec plus d'actions possibles qui ne sont pas nécessairement juste de se battre. Je pense que c'est pour ça que le non-narratif est utilisé beaucoup. Mais c'est vraiment plus cinématique et dynamique. Très cool. C'est pas purement narratif qu'un scénario préétabli, une partie asymétrique. C'est un jeu de skirmish un peu plus standard là, qu'on voit. Ben, il y a les scénarios de base, le livre de base, c'est des scénarios un peu plus comme tu dis. C'est des scénarios symétriques, la même position est là. Par contre, les scénarios dans le livre de campagne Blood on the Water, c'est des scénarios asymétriques. Ou les scénarios de l'ancien livre, il y avait une campagne pour chacune des factions de 5 scénarios. Fait qu'il y a 35 scénarios disponibles. Puis ça, ils sont tous disponibles en PDF maintenant sur le site de TT Combat, dans la section de ressources. Là. Fait qu'ils ont mis tout l'ancien lore et tous les anciens scénarios. Puis ça, c'est tous des scénarios qui sont beaucoup plus narratifs. Justement, qui racontent une histoire. Puis les côtés sont asymétriques. Donc, c'est intéressant. Les 5 scénarios de base sont plus basiques, plus génériques. Mais après ça, c'est facile d'aller dans le plus éclaté. Hein. Mais donc, c'est un jeu ça se skirmish fait, qui ouais. donne l'option de te faire des campagnes, certaines progressions, mais les règles, il n'y a pas nécessairement des règles pour ça, mais il t'encourage à jouer des différents scénarios, faire des trucs cool. Puis, c'est pas un C'est jeu de exactement ça. skirmish purement compétitif. Là. Non, c'est ça. Là, puis, il n'est pas fait Pas, pour. c'est C'est ça pas pareil, lui, là, mais pas c'est pas Kill solide Team. pour ça. Non, non, Kill non, pas Team, du tout. tu peux, mais à la base, le jeu est fait pour du pick-up game. Puis, pas jouer nécessairement un scénario spécifique là, asymétrique. Là. OK. C'est Alors, c'est bon. même l'inverse. Les scénarios n'ont pas de pointage. Les scénarios viennent avec un pointage spécifique. Tu ne vas pas dire, on arrive avec une liste de 100 points. Non, il faut que tu choisisses le scénario avant parce que le scénario dit c'est combien de points tu vas jouer. OK. Puis, donc, ça vaut la peine de soit d'avoir quelques listes préétablies ou d'en jaser avant avec ton adversaire parce que tu dis, aujourd'hui, on joue Escape the Fog. Le brûleur mortel qui se promène. Ben, ta table, c'est une table de 2 par 4 au lieu d'une 3 par 3. Ta table change, le nombre de pointages change. Fait que ça vaut la peine d'en parler un peu avant puis de l'établir. Ça n'a pas besoin d'être énorme, tu n'as pas besoin d'avoir des heures de gestion on met toute l'histoire, mais il faut que tu aies une petite idée parce que ça impacte comment tu vas placer tes décors, comment tu vas placer ta table, qu'est-ce que tu vas amener comme figurine pour que ça fonctionne avec le scénario et en même temps avec l'histoire du scénario. Moi, j'appelle quand même ça narratif. Rendu là. Oui, ben c'est ça, il y en a. Mais c'est pas. Il n'y a pas tout le côté de développement d'histoire intégré avec la progression. Mais ça reste narratif. Ah, mais David peut en parler, il a souvent été déçu. Il y a beaucoup de jeux qui se disent narratifs puis qui ont un système de progression, puis dans le fond, tu fais juste jouer des pick-up games. Ben, c'est le danger, là. Mais... Ben oui. Ben, c'est ça, les Ça deux va sont avec la possibles. communauté. Là, ouais. Ça va avec le groupe de joueurs, ça va avec les règles. Tu C'est peux ça, faire comme du tu dis, narratif les avec règles à la n'importe quoi. base. Oui, c'est ça. Mais à la base, c'est comme tu dis, le jeu t'encourage à prévoir ta partie. Déjà là, ça demande un effort de plus qui est imbriqué dans le jeu en tant que tel. Comme tu dis, là, si ton choix de table, de décor, d'unité, puis en fait ta liste ben, est basée sur ce que tu veux jouer, c'est sûr que ça devient plus compliqué là, de s'inventer un faux narratif. Là. Fait que, Oui. c'est cool. Parfait. Puis donc, tu as dit que vous aviez ça à tous les troisièmes vendredis du mois. Fait Oui. que ça s'en vient pour en février. En mars. Ou pas en mars en Oui, ce c'est moment. le 20 mars le prochain. Good. Fait que, gardez un œil là-dessus. Si vous voulez aller sauter sur une gondole et faire tomber quelqu'un dans l'eau. Oui.
peut quand même être le fun. Et après Ça ça, il peut se arrive faire souvent. manger par un homme Moi, ça m'a requin, marqué. etc. Moi, ça m'a marqué. Je mettrais un. Ah ouais, des Street Sharks. Ah ben là, on jase, là. Oui, Oh! oui. Oh! Des hommes requins. Directement sortis des années 80. Que quelqu'un C'est tombe d'une malade. gondole, ça arrive pas nécessairement à toutes les parties, parce que ça dépend si tu as quelqu'un sur une gondole à chaque fois, tout ce que tu fais. Mais il y a toujours quelque chose d'hilarant et de cinématique qui va arriver. Là. C'est certain. C'est bien. C'est quand même mieux que ça soit cinématique puis le fun que ça soit pas cinématique puis plate. Ouais. Oui, absolument. Pas bonhomme. Surtout quand tu fais des beaux décors, que comme tu dis, tu prépares ta table puis tu penses à ton scénario. Moi, si on joue la partie du Escape the Fog, je m'attends que quelqu'un meure dans le brouillard. Sinon, on a Ah, mal mais fait notre job. c'est drôle, la dernière fois que j'ai fait ce scénario-là, c'est ça, justement, tes personnages se trouvent, mais une des actions que tu peux faire, c'est lancer des gens. Fait que la plupart du temps, ce que tu fais, c'est que tu prends quelqu'un puis tu le lances par en arrière. Puis là, il essaie de sortir, puis là, il te prend, puis lui aussi, il te lance par en arrière. Fait que c'est un combat sans arrêt d'essayer de sortir du brouillard sans mourir. Là. Ah, c'est bon, ça. Bon, ben, si vous voulez vous faire lancer dans le brouillard par Antoine, Ça va me faire plaisir. troisième vendredi du mois. Oui. Good. David, avais-tu d'autres questions là-dessus? Non, Sur le je pense que ça fait carnaval? le tour, Voulais-tu hein. encore continuer d'harceler là-dessus? Moi, je pense que je vais mettre la toune de la compagnie créole. C'est juste ça que j'ai dans la tête depuis tard, même Ah, si c'est un ouais. dalmatien, c'est pas grave. Bon, ben donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Antoine d'être venu nous parler un peu là, de toi, mais de ce jeu-là aussi, là, qu'on avait déjà entrevu dans différents de nos événements. Fait que, merci. Merci à tous d'être venus, comme je dis, nous écouter. Merci à l'Abyss, notre partenaire habituel. Si vous voulez aller nous dire que vous voulez qu'on lance David dans le brouillard, vous voulez vous aussi sauter dans une gondole ou dans une botte de foin comme dans Assassin's Creed, que vous voulez Ouais. emprunter les décors de carnaval pour apprendre à jouer, que vous voulez participer à la prochaine commande de groupe, peu importe, ben, vous pouvez aller faire ça, nous laisser des commentaires sur YouTube, nos différents groupes Facebook, nos groupes Discord, le club historique, le Discord aussi. Vous pouvez aller au comptoir à l'Abyss, vous pouvez aller harceler bien du monde pour parler, nous contacter. On va se faire un plaisir d'essayer de vous rejoindre. Peut-être utiliser l'harcèlement du staff de l'Abyss comme dernier recours, mais c'est toujours possible. Donc, sur ce, ben, il nous reste juste une chose à dire. David, Venise en Québec? Antoine, Autre chose. Oh. Oui. C'est un soirée modèle. Tu peinture. peux jouer avec une autre. On s'en parle, continue à m'intéresser. Les hommes requins, les autruches, on jase. Bonne soirée peinture.